C'est beau la technologie dans laquelle. Merci. Donc, je suis Bertrand Martin, VDG, fondateur de Sentry Software. Et je vais vous parler de ce qu'on a fait nous, ce qu'on a testé nous en développant notre propre logiciel pour réduire l'empreinte carbone de notre bazar à nous, c'est-à-dire notre data center. Alors, juste en quelques mots, Sentry Software, on est une petite société de logiciels. On est spécialisé dans les logiciels de supervision informatique, c'est-à-dire qu'on fait des logiciels qui vont détecter des pannes dans les systèmes informatiques, un disque qui lâche, une température qui monte, une carte qui est déconnectée, ce genre de choses. Dans les data centers, donc c'est vraiment un outil, c'est un logiciel, c'est de l'informatique pour informaticiens, comme j'aime dire. C'est très niche, on est en vite pour expliquer ce que je fais, c'est très compliqué, personne ne comprend. Donc c'est un... Vous expliquez vos études, c'est pareil, hein, je veux dire, personne ne comprend rien. Dans votre famille, je veux dire. Et donc on fait des logiciels qui détectent les pannes. Voilà. Notre logiciel est utilisé dans beaucoup de grandes entreprises, grands data centers, des grosses banques, des gouvernements, l'industrie, les télécoms, etc., etc. Donc, bon, je vous en parlerai après. On a commencé récemment à travailler notamment sur les technos récentes de ce qu'on appelle l'observabilité. Avant, on faisait de la supervision informatique, maintenant on fait de l'observabilité. Il y a quelques nuances, mais j'imagine que vous voyez ça en cours. Et notamment, on participe au projet open source OpenTelemetry, qui est un standard pour la supervision informatique pour définir des trucs tout bêtes comme la consommation CPU sur votre PC, la consommation mémoire, mais ça fait des tas d'autres choses également. On est sponsor de la Green Software Foundation. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous connaissent les Green Software Foundation. Super. On participe, j'étais juge à leur dernier hackathon, c'était rigolo. On est sponsor actionnaire de Team for the Planet, qui ont annoncé d'ailleurs qu'ils avaient 5 millions d'euros ce matin auprès de l'État, en plus de ce que nous autres entrepreneurs avons mis. Et on a souscrit à Science Based Target, qui est une espèce d'organisation qui incite les entreprises, les grandes entreprises, à mesurer et réduire l'empreinte carbone de leur système en général, de leurs activités. Alors comment ça marche? L'empreinte carbone, on entend parler, on sait tous qu'il faut la réduire, mais ça demande une certaine organisation. Dans les entreprises, on met en place une démarche qui est en 3 étapes très très simples, qui est tout d'abord de mesurer où est-ce que l'entreprise en est, combien d'émissions carbone, elle est responsable, différentes manières, hein, entre brûler du charbon, consommer de l'électricité, fournir des objets qui eux-mêmes consomment de l'électricité ou qui brûlent de l'essence. Donc mesurer, calculer sur un an combien d'émissions carbone une entreprise est responsable. Ensuite, se positionner des objectifs de réduction, parce qu'à l'époque on a constaté que c'était la cata, et qu'on s'est dit, ah oui, en 2050, neutralité, carbone, etc. Enfin, si on en parle en 2050. Donc se mettre des objectifs, genre moins 5% cette année, moins 5% l'année suivante, moins 5% l'année d'après, etc. On essaie d'y arriver progressivement, et après tu sais pas, ok, c'est bien d'avoir des objectifs, parce qu'il y a beaucoup de responsables qui ont communiqué, qui ont fait ce qu'on appelle greenwashing, des responsables des entreprises, mais également des responsables politiques, qui vont dire oui, nos objectifs c'est de faire 50% d'ici, ce qu'ils disent. Et il n'y a pas d'action réelle derrière. Donc, la difficulté pour une entreprise, pour une organisation quelconque, c'est de dire alors, un petit peu de théorie rapidement, un petit rattrapage. Attendez, je vais vérifier. J'ai une demi. La note qui j'ai fini. Alors, un petit peu de théorie d'abord. Grossièrement, je vais vous faire simplement. Alors, quels sont dans l'IT, dans l'informatique, quelles sont les 3 grandes sources d'émissions de carbone? Alors, comme monsieur le directeur le disait, tout d'abord, il y a les terminaux. Les terminaux, effectivement, qui sont les téléphones, les PC, etc., les télés, plus l'écran est grand, plus ça est responsable d'émissions de carbone.
Deuxièmement, pour une entreprise, les data centers. Parce que là, effectivement, les mecs d'OpenAI, ils ont beau avoir optimisé le dernier GPT 4.0, il consomme quand même pas mal le machin. Et ensuite, il y a, pour une entreprise, tous les services IT externes qu'elle va utiliser. Elle est sur Azure, elle est sur AWS, ou des services SaaS quelconques, comme, je ne sais pas si vous connaissez Atlassian, etc. Très utilisé dans le monde de l'entreprise. Bon, voilà, on va je schématise. Et là, je ne parle que des émissions carbone. Okay, je ne parle pas de la consommation d'eau, je ne parle pas de la consommation de terres rares pour fabriquer tout ça, mais ça va être abordé tout à l'heure. Donc là, on va juste parler des émissions carbone responsables du réchauffement climatique. Alors, si on... ça c'est marrant, c'est décalé, c'est pas grave. On peut découper les émissions de carbone de deux manières. Il y a tout d'abord les émissions carbone liées à la construction du machin, téléphone, l'écran, du serveur, ce qu'on appelle Embodied Carbon Footprint, Product Carbon Footprint, alors il y a plein de noms différents. On est encore au tout début de la standardisation de ce genre de métriques, et donc le vocabulaire change, les termes changent, il y a des tas de querelles d'experts, c'est très intéressant. Et donc, deuxièmement, les émissions carbone liées à l'utilisation de devices, donc simplement l'électricité consommée. On va schématiser, c'est juste ça. Et donc, en fait, pour les terminaux, ou les data centers, ou les services en ligne, ce n'est pas la même proportion. Sur les terminaux, effectivement, c'est essentiellement, les émissions carbone sont essentiellement liées à la fabrication du terminal. Plus l'écran est gros, plus c'est important. Et ça représente typiquement 80%. Sur le cycle de vie de votre téléphone, 80% lié à la fabrication. C'est pour ça qu'effectivement, pour réduire l'empreinte carbone associée à un téléphone mobile, ce qu'il faut, c'est éviter de le remplacer plus souvent. Voilà, il y a d'autres solutions. Le fait qu'il consomme plus souvent d'électricité, ça va finalement pas faire grande différence. C'est le contraire sur les data centers, les serveurs, qui eux tournent 24/7, ils ne sont pas spécialement optimisés pour ne pas consommer d'électricité et qui ont une durée de vie en général plus longue que les terminaux. Okay, là encore, ça dépend. En France, on est plutôt pas mal puisque l'énergie, l'électricité est très décarbonée comparé à d'autres pays comme les États-Unis ou l'Allemagne. Donc nous, au plutôt d'être genre 70-30, on serait plutôt 50-50 en France. Mais bon, la question se pose globalement. On ne va pas juste se poser la question sur qu'est-ce qu'on fait en France. Ensuite, pour ce qui est de tous les services cloud, bon, j'ai mis 55 ans, parce qu'en fait, on n'a pas de données, c'est pas exact, on ne sait pas exactement, c'est pas trop public, il y a beaucoup, il y a la communication dessus, mais les chiffres exacts, on ne les a pas fait. Ensuite, oui, alors, et dernier point théorique là-dessus, sur le protocole de Kyoto, on a défini, dans les émissions carbone, on les classifie en 3 scopes. Scope 1, 2 et 3. Alors le scope 1, pour faire simple, c'est ce que vous cramez. Donc l'essence dans la voiture, le charbon dans le barbecue, le feu de cheminée, voilà, c'est ce que vous cramez directement. Le scope 2, c'est l'électricité. C'est l'électricité, c'est le scope 2. Et le scope 3, c'est beaucoup plus compliqué, c'est tout le reste. C'est tout ce que vous avez acheté pour fabriquer votre produit, c'est tout. C'est également tout ce qui est toutes les émissions carbone liées à l'utilisation du produit que vous avez vendu par exemple. C'est très 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 compliqué. Alors aujourd'hui, les entreprises, la plupart, alors en Europe on va dire, mais dans beaucoup de pays, sont contraintes maintenant légalement de fournir un bilan carbone. Alors annuel ou tous les 3 ans, ça dépend des régions. Et si elles ne le font pas, ils ont une petite pénalité, pas trop, pour l'instant, les gouvernements n'ont pas osé être trop méchants avec les entreprises, mais il y a une obligation légale, et l'obligation, c'est ça, mettre un bilan carbone, voilà, mettez scope 1, scope 2, voilà, globalement. Scope 3, en vrai, il y a tellement de disputes sur qu'est-ce qu'on met pas, enfin,
c'est compliqué. Mais c'est important parce qu'en réalité, il y en a déjà qui commencent à tricher, qui disent bon, moi je ne suis responsable de rien, c'est mon fournisseur, voilà, il y a des gens qui trichent. Donc, on va, il y a des experts sectoriels sur le sujet, on va finir par arriver à différents standards. Les lois sont différentes dans différents pays, mais voilà, on va arriver à quelque chose. Donc, bref, tout ça pour vous dire que dans les choses à considérer, dans l'IT, dans l'informatique, c'est scope 2, électricité d'abord, et scope 3, voilà, c'est quand on est très fort. Et on essaie de... Alors, je reviens à Sentry. Sentry, on est une toute petite boîte, hein, on est de logiciels, hein, on est 30, littéralement. On est basé en France, c'est moi qui l'ai fondé. Et on est une toute petite boîte, mais on a une salle serveur qui est assez terrible, parce que le logiciel qu'on développe est censé superviser, détecter les pannes matérielles dans n'importe quel type d'équipement qu'on trouve dans un data center. Donc, que ce soit une machine HP, IBM, Huawei, NetApp, EMC, n'importe. Il va falloir qu'on sache retrouver l'information, dire si le disque est en forme, si le CPU ne chauffe pas trop, si la mémoire ça va bien, si la ligne n'est pas débranchée, etc., etc. Donc en fait, on a tous ces types de systèmes dans notre data center. Donc en fait, on a voilà, des systèmes qui sont tous, enfin, il n'y en a pas deux pareils. Donc pour un administrateur système, si vous avez fait de l'administration système, c'est un véritable cauchemar. Voilà, il n'y en a pas deux pareils, je refuse. Donc on pourra faire deux comme ça. Non, je veux tout différent. Et donc ça, la réalité, c'est un véritable bordel. Donc c'est la photo du bon côté du truc, c'est vraiment catastrophique. Donc, on s'est dit, ok, donc SBTI, on souscrit, on nous a dit, il faut qu'on mesure, déjà. Il faut qu'on mesure. Alors, comment on fait pour mesurer l'empreinte carbone liée à l'utilisation d'un data center? Eh bien, simplement, on peut commencer par prendre sa facture EDF, en France, comme ça. On prend sa facture EDF, c'est-à-dire combien de kilowattheures vous avez consommé. Voilà, vous multipliez par ce qu'on appelle l'intensité carbone de votre fournisseur d'électricité. En France, c'est assez bas. Le nombre de grammes de CO2 par mégawattheure produit. Et puis voilà, vous avez un chiffre, hein, vous fournissez ça. Bon, mais c'est pas très précis. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est, certains data centers maintenant, c'est d'installer ce qu'on appelle des PDU, Power Distribution Units, dans chacun des racks. Vous êtes déjà allé dans un data center? Qui est déjà allé dans un data center? C'était bien son expérience. C'est super froid, horrible, pas possible. Donc bref, dans chacun des racks, il y a ce qu'on appelle un PDU, qui l'électricité. Donc on a des smart PDU qui sont connectés au réseau et on peut interroger donc smart PDU, c'est juste pour l'entrée électrique. Et donc vous interrogez en CMP, je peux apporter le protocole, ce machin-là, qui va vous dire, voilà, la prise 12, elle consomme 230 watts, la prise 13, elle consomme 47, la prise 14, etc. Et voilà, vous essayez de récupérer toutes les données, vous mettez ça dans une belle feuille Excel, alors rigolez pas, il y a beaucoup de grandes entreprises qui utilisent encore Excel, pour la version Excel runs. Bref, vous intégrez tout ça, mais ça pose un gros problème, c'est que vous avez une somme voilà, de choses physiques, la prise 13, la prise 14 du rack 47 dans le data center B, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Et c'est la deuxième question que vont se poser la plupart des administrateurs système, c'est bah ouais, je mange mon total, j'ai mon truc, et maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est vrai que si vous n'êtes pas capable de dire, ok, bah, c'est la prise 12 et 13, ça correspond au serveur VMware, je sais pas combien, voilà. Eh bien, les administrateurs ne vont pas pouvoir se dire, tiens, à quoi il sert, est-ce que je vais l'utiliser, est-ce que je peux le supprimer, etc. Donc, voilà. Donc, on était dans cette situation. Comment on fait? On a les Spark PDU, on a tous les machins, voilà. Mais après, on se dit aussi, on a notre propre logiciel déjà qui fait déjà quelque chose. Donc, nous, comme on doit détecter les pannes dans chacune de ces machines, ben, on va tester tous les capteurs, quoi. Je ne sais pas s'il y en a qui bidouillent sur leur PC, qui vont installer Libre Hardware Monitor, ce genre de trucs. Enfin, il y a différents outils qui permettent de voir
les voltages, la puissance consommée des différents trucs, la température. Non, vous avez déjà qui utilise ça, ce genre de choses sur son PC, qui bricole son PC? Super. Bref, oui, parce que voilà, vous posez des questions pour avoir la bonne ligne, pour faire tourner le bon GPU, etc. On fait ce genre de choses sur tout type de machine. Je disais, notre logiciel, il récupérait toutes les informations, genre notamment la température, les capteurs de température et les capteurs de consommation électrique. C'est super. On va déjà essayer de récupérer tout ça. Bon, sauf que bon, à l'époque, notre logiciel était propriétaire, c'est un petit peu la cata pour sortir les données d'une machine militaire. Donc on s'est tapé le fait de tout redévelopper, pour tout le refaire sur des standards ouverts. En utilisant d'abord Prometheus, puis OpenTelemetry, et voilà, pour pouvoir envoyer toutes les données dans Prometheus. Qui connaît Prometheus? Et les visualiser dans Grafana. Qui connaît Grafana? Et effectivement, dans le redesign en question, on a commencé à se poser des questions. Bah oui, comment on représente la consommation électrique d'une machine? Comment on représente la température? Des questions très bêtes. Hein. C'est quoi le nom de la métrique du genre? Là, c'est devenu HW.température. Mais il fallait bien se mettre d'accord avec tout le monde, parce que du coup, comme vous avez travaillé dans le standard retraite télémétrique, tout ça, c'est des questions d'observabilité. C'est rendre la consommation électrique et l'empreinte carbone d'une machine observable. Donc, dans l'observabilité, il y a le standard OpenTelemetry. Qui a déjà entendu parler de OpenTelemetry? C'est super. OpenTelemetry, excellent standard. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, CNP, on a contribué à définir ce qu'on appelle les conventions sémantiques sur le hardware. Voilà, comment, c'est quoi le nom de la métrique, c'est quoi les attributs, etc. etc. Ce qu'on a fait pour pouvoir retrouver, en fait, on a fait cet exercice de notre côté, et demain, les constructeurs, les autres développeurs de solutions de supervision, d'observabilité, eh bien, ils suivront les mêmes conventions que nous pour que toutes ces données-là arrivent un jour dans une base, Prometheus, Mimir, je suis d'autres fois, et puissent être représentées. Alors là, dans notre exemple, dans Grafana, ça marche bien. Et voilà, du coup, on avait notre logiciel qui était transformé et qui remontait donc, les données de consommation électrique, les températures. On allait extraire l'intensité carbone d'EDF, par exemple chez RTE, et le prix de l'électricité, et on a pu construire ce genre de dashboard. On voit, alors si on prend dans les détails, là c'est quelques machines, il n'y a pas grand-chose. Et ben, la consommation électrique juste des machines, du total, juste de la machine, des machines, l'empreinte carbone que vous avez en watts, en kilowattheure, mégawattheure, sur une journée, sur un mois, sur une année, le coût associé et l'empreinte carbone associée, calculée en live. En fait, donc, machin, il fait des sommes intégrées, hein, c'est pas des moyennes qui sont ajoutées, non, non, on a la consommation électrique instantanée multipliée par l'intensité carbone instantanée, et tout ça, c'est des requêtes qui sont passées dans Grafana. C'est que chaque petit pipsi, là, en fait, c'est une requête dans Prometheus, et puis on sort le résultat qu'on affiche dans un panel Grafana. Donc déjà ça, en fait, déjà on était très 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 content de publier sur Grafana. On était élu parmi les meilleurs top dashboards en 2023. Merci, merci. Bref, ok. Donc là, on a mesuré, on est content. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour réduire? C'est la deuxième étape. Mesurer, puis réduire. On va aller très rapidement. Trois options. Quand vous avez un data center, c'est mon cas, quand vous avez un data center, qu'est-ce que vous faites pour réduire les émissions? Première option, vous fermez votre data center et vous mettez tout dans le cloud. C'est une option, parce qu'effectivement, Google, Microsoft et Azure, mais aussi Scaleway, OVH seront bien meilleurs que vous avez un système pour optimiser la consommation de leur data center. Ils sont très bons, ils sont sûrs. Voilà. Bon, après, ça coûte une blinde. Mais
Voilà, ça marche. Deuxième option, vous réduisez les choses, vous chassez le gâchis. Il faut même savoir que globalement, en moyenne, 40% des ressources informatiques dans un data center sont utilisées à rien en fait. Ça dort, ça ne stocke rien. Ça tourne et personne ne sait ce que ça fait. C'est beaucoup, 40%. Je veux dire, il faut c'est beaucoup. Et une troisième option que j'ai rajoutée là, j'ai mis trois petites étoiles parce que c'est celle dont on va parler, c'est celle d'optimiser la température du bazar. Alors, oui. Donc, parmi vous, certains sont peut-être dans un data center, vous avez remarqué, en général, il fait froid sur un data center classique. C'est vrai qu'en général, il fait 18 degrés et c'est très bruyant parce qu'il y a des ventilos qui tournent à fond. Et en fait, il faut savoir que dans un data center, l'électricité est consommée pas seulement pour faire tourner les serveurs, les systèmes de stockage, mais beaucoup pour refroidir l'ensemble. Alors là, c'est de la thermo, il y a qui. Vous faites la thermo Alors, bref, si vous mettez 100 watts dans un système électrique, il y a 100 watts qui ressortent en chaleur. En fait, il n'y a pas d'énergie mécanique qui sort. Donc, 100 watts dans votre PC, c'est 100 watts de chaleur dans le radiateur. Donc, du coup, si vous considérez ça comme une voile fermée, il faudra également 100 watts pour refroidir, pour maintenir la température constante. Bon, naturellement, on va utiliser l'air extérieur, etc., pour ne pas avoir dépensé 100 watts de la même manière, mais ça fait que néanmoins, il y a 40%, sur un data center classique, 40% d'énergie qui est utilisée pour refroidir, enfin pour les clim, pour les systèmes de clim. Vous avez 60% pour les serveurs, les trucs utiles, et 40% pour la clim. Je compte pas l'électricité, des trucs comme ça. Et en fait, du coup, les experts du domaine ont inventé des métiers, pour ça fait longtemps, ça fait 20 ans, pour mesurer l'efficacité d'un data center. On appelle ça le PUE, Power Usage Effectiveness. C'est le premier, c'est le plus simple, mais il y en a plein d'autres, qui simplement divise divise le total par ce qui est utile, donc le total par la partie orange. Okay. Et un data center typique, classique, mauvais, il va faire 2. Voilà, ce sera 2, c'est mauvais. Les meilleurs data centers, Google, Microsoft, AWS notamment, font 1,15. Le plus proche vous êtes de 1, le mieux c'est. Donc, ce qu'on constate, c'est que, et ça c'est vrai également, alors heureusement, en France on est un très clim, mais dans d'autres pays c'est terrible, notamment aux États-Unis. Il faut savoir que quand vous utilisez votre clim, vous la mettez à 18 degrés, on consomme une certaine quantité d'électricité. Si vous la mettez à 19, en fait, vous baissez la consommation de cette clim de 5%. Et à chaque degré, c'est quasiment linéaire au début. C'est beaucoup, en fait, c'est une sacrée différence. Donc en fait, dans un data center, vous le faites tourner à 18 degrés, bon, ça fait un ratio 40-60, vous êtes à 19, ça va faire 35-65. Vous montez à 20 degrés, c'est encore plus bas, enfin, c'est encore meilleur. 21, c'est encore meilleur, etc. etc. Okay, la question, c'est jusqu'où on peut aller. Et c'est ça la bonne question. Et surtout, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les mecs tournent à 18 degrés? Pourquoi? Est-ce que vous savez? Personne ne sait. Les mecs, on leur pose la question, ils ne savent pas. Je crois, ça tourne à 18 degrés, donc on va peut-être pas s'amuser, parce que si on réchauffe le machin, ça risque de nous cramer, tout ça. Effectivement. En fait, ce qu'il faut pour s'autoriser d'augmenter la température, c'est qu'il faut superviser le machin. Alors ça tombe bien, parce que nous, on fait ça, on le fait. On va récupérer cette information-là sur tous les capteurs de toutes les machines, tous les serveurs, tous les équipements, et on va regarder s'ils approchent ou non d'un seuil d'alerte. Et on va regarder sur une machine, on va pouvoir calculer, ok, cette machine, elle a 12 capteurs, il y a 10 degrés, 8 degrés, 17 degrés, 22 degrés de marge par rapport au seuil d'alerte, donc ça veut dire que cette machine, on peut l'augmenter de 8 degrés. On va regarder la deuxième machine, la même chose, puis après on agrège tout ça, on balance une énorme requête PromQL, Prometheus, dans Grafana, et bam, on obtient un chiffre qui nous dit, ah ok, et bien sur ce gros de machine,
vous pouvez augmenter la température de temps, ce qu'on appelle le heating margin, la marge de réchauffement. Ça, c'est inventé. On va arriver pas le breveter, justement, le standardiser. Et donc, du coup, dans notre Grafana, on a des requêtes géantes pour pouvoir calculer sur un site, tout d'abord, quelle est sa température ambiante. Alors, sans installer le capteur, juste en regardant les machines, à combien elles sont, etc. On calcule, on évalue ça en pur logiciel, hein, on fait tout notre truc d'effet sans aucun capteur supplémentaire, pur logiciel. On arrive à mesurer ça, puis on arrive à calculer, du coup, quelle serait la température théorique maximale qu'on pourrait mettre sur ce data center. Voilà, dans ce cas, à 29 degrés, on pourrait calculer combien d'électricité serait épargnée en changeant ce réglage de climat. Vous comprenez que si on change la température, la consigne, le thermostat d'un système de clim, on va dire que naturellement il va fonctionner moins souvent. Si vous dites 29 degrés, il va moins tourner pour revenir l'ensemble de data center. Bon. Et donc, alors, nous, on se dit, super, c'est génial, vraiment une idée de génie, donc on fait notre machin, on lance le truc, et puis le résultat, c'était, notre truc disait, là, on est à 17 degrés, notre salle sapin était comme toutes les autres, on a 18 degrés, pourquoi ça. Et notre truc, il nous dit, il faudrait descendre à 17, parce que ça marchait pas du tout. En fait, oui, c'est normal, parce qu'en fait, notre salle sapin n'était pas du tout organisé correctement. Effectivement, il y a des machines qui étaient déjà à la limite, quoi. Et effectivement, on a pu, voilà, pareil, il reste des petits tricks dans Grafana pour représenter la répartition des machines, cette ou la marge, enfin bref, de réchauffement. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a bougé les machines, on a descendu des machines plus proches des sorties d'air, on avait des vieux PC qui traînaient, on les a ouverts, on a sorti les disques durs pour les mettre au frais. On fait passer dans un vrai data center. Et on est passé de là-haut, voilà, genre une machine typiquement, il y avait 3 degrés de réchauffement possible à 18 degrés. En fait, on a pu voir notre heating margin sur le site qui a augmenté. Et ce qui fait que du coup, on se dit, ok, donc maintenant, on peut augmenter la température du machin. Naturellement, on y est allé progressivement. On était à 18, on disait, si tu peux monter à 29. On n'a pas passé à 29 tout de suite. Et on montait, voilà, progressivement d'un degré, etc. pour arriver finalement on recommande de ne pas dépasser une marge de réchauffement de 5 degrés. Et le résultat, c'est qu'on a économisé 20% dans la clim. Ça a amélioré notre PUE, qui est descendu de 1,55 à 1,45. Ça fait moins 37% sur les consommations, sur les émissions carbone de notre salle serveur. On était très content. Et en plus, on a publié tout ça sous forme ouverte. Donc, c'est-à-dire que c'est disponible pour tout le monde qui voudrait l'utiliser. Toutes les entreprises qui ont des data centers pourraient se servir de cette solution. Pour ça, de quoi ils ont besoin? Alors, ils auraient besoin de 2 logiciels. Alors, du coup, on a fait une version gratuite, parce que bon, si on voulait, comme vous, sauver la planète, on s'est dit, on va peut-être pas faire payer pour, il y aura des. Donc, on a fait une version gratuite. Et vous payez vos supports, comme il ne faut pas abuser. Enfin, même de grosses entreprises, quoi, de l'argent. Et ensuite, donc, on installe, on utilise Hardware Centric et notre logiciel pour collecter les données, surtout dans le data center, pousser les données dans un Grafana Mimir ou n'importe quel équivalent de Prometheus, et ensuite, utiliser les dashboards Grafana qu'on fait de Grafana également pour utiliser toutes ces métriques collectées et comprendre ce qui se passe dans le data center et réduire sa consommation électrique. Voilà. Merci. Je crois que je suis une alors, posez des questions, on les prend après. Sauf si vous avez des questions tout de suite là, vous êtes chaud. J'ai une question pendant que je m'installe. Vas-y. Les capteurs de température, tu n'en as pas qui sont externes aux machines. Enfin, comment tu. Alors, est-ce que tes capteurs de température,
ils sont pas trop à l'intérieur des machines pour arriver à savoir la température de la salle. Effectivement, c'est Comment tu passes de l'un à l'autre? c'est une bonne question. Alors, on peut tout à fait utiliser des capteurs externes supplémentaires, mais nous, on a fait par exemple là, dans notre exemple, de ne prendre aucun autre, d'utiliser aucun autre capteur. Parce qu'en fait, dans les serveurs, typiquement, il y a des capteurs un peu partout sur les disques, sur les alims, et des capteurs de température ambiante, surtout de la température de l'air entrant, en fait, de l'air sortant. Donc du coup, on a la température à la position de la machine. C'est ça qui est intéressant, c'est que si la machine elle est au ras du sol ou si elle est tout en haut, elle ne va pas avoir la même température d'air, et c'est ça qu'il faut savoir optimiser. Voilà. Et une autre question pour Bertrand. Ça vous a pris combien de temps pour passer de 18 degrés à 27 à peu près? Alors on l'a fait progressivement, on a fait 1 degré, le plan c'était 1 degré par semaine, puis à un moment j'ai dit oh les gars, c'est pas possible, 1 degré tous les jours, puis voilà, ça nous a pris. Mais dans un très grand data center, vraiment 1 degré par semaine, c'est bien. C'est la technique qui était utilisée par Google d'ailleurs hein, pour obtenir ils avaient documenté ça, pour obtenir leur PVE de 1,3. Je suis là, voilà. Et chez SNP, on cherche également, voilà, on embauche également, des stages également. Allez voir Bertrand après, avec vos cellules.